Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit book haul. Pour être honnête, c'est un peu la vidéo facile où j'ai pas besoin de préparation au préalable. J'ai sélectionné très exactement 14 livres dans mes récents achats, on va dire au cours des derniers mois. En tout cas, c'est des livres dont j'ai envie de vous parler. Pour la plupart, je ne les ai pas lus, donc ce sera aussi l'occasion pour vous de me dire si certains d'entre eux valent plus le coup que d'autres. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner vos avis sur ceux que vous avez potentiellement lus dans la liste. Il y a un petit peu de tout, de tous les genres, j'ai essayé de mélanger un petit peu tout ce que je peux lire au quotidien, donc ça me permet d'avoir une grande diversité de propositions à vous faire dans ce book haul. Il y a des suites de sagas, des débuts de sagas, des one-shots, de l'imaginaire, du contemporain, globalement beaucoup de young adultes, je sais pas s'il y a beaucoup d'adultes, un petit peu quand même. Pour commencer, je veux juste vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au vlog, notamment dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir montré votre soutien pour la chaîne parce que ça fait vraiment du bien de savoir qu'il y a des gens qui attendaient mine de rien que je revienne sur YouTube. Et j'espère que ce book haul vous plaira tout autant. Je sais que c'est un format qui plaît de manière générale sur Booktube, même si ce n'est pas le genre de format que je consomme particulièrement. Je sais que ça plaît, donc ça me semble être une bonne manière de revenir tranquillement sur ce réseau. Et j'espère que je vais pouvoir tourner cette vidéo jusqu'au bout parce que je n'ai pas beaucoup de batterie sur mon appareil photo, donc c'est parti. Je les prends dans l'ordre dans lequel ils viennent dans la pile, donc il n'y a vraiment aucune logique, pas de chronologie d'achat, rien de tout ça. Et on va commencer avec Simon Says de Lilou Wimbe, qui est publié dans le nouveau label des éditions Erol qui s'appelle Solaire, qui est un label young adulte de la maison d'édition. Et ce livre est très beau avec un très beau jaspage. Et pour être tout à fait honnête, je n'en sais pas grand chose. Pour la plupart des livres d'ailleurs que je vais vous présenter, je ne connais pas forcément les résumés sur le bout des doigts puisque ce sont des livres que je n'ai pas lus. Et puis pour la plupart d'entre eux, ce sont des livres que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, pour lesquels j'ai vu de très bons avis. Et finalement ce sont plutôt ces avis que j'ai vu passer qui m'ont donné envie de lire ces romans, plutôt que simplement les résumés que j'aurais pu lire par exemple en librairie. De ce dont je me souviens, dans ce roman, on va suivre un jeune homme qui change de vie, il est adolescent, il doit avoir 15 ans, quelque chose comme ça. Je ne sais pas quel âge il a. En tout cas, il est adolescent, il déménage pour aller vivre à Chicago avec sa famille, il va arriver donc dans un nouveau lycée, nouvelle vie, et dans ce nouvel environnement, il va se créer un nouveau groupe d'amis, et en particulier, il va rencontrer un jeune homme. Donc j'imagine que c'est un roman qui va parler notamment de l'adolescence, des changements qui peuvent opérer dans la vie à cette période de l'apprentissage, et j'imagine aussi que ça va donc parler d'homosexualité, du fait de se découvrir, ça va aussi parler d'amitié. Il a l'air vraiment très chouette et j'ai vraiment vu de très bons avis dessus, donc j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite j'attrape aussi une romance. Alors pour le coup, je pense que les personnages sont plus âgés que dans Simon Says. Il s'agit de Sipping Love de Manon Lécuyer et Élise Giraudot. Donc Élise Giraudot, moi je l'ai découverte par le biais de son autre récit déjà publié qui s'intitule La vie en turquoise, qui est un roman témoignage qui traite d'un sujet très difficile qui est la maladie de manière générale, mais plus particulièrement l'histoire de sa petite sœur qui est décédée d'un cancer des ovaires et qui retrace vraiment tous les mois au cours desquels elle va combattre la maladie. Donc j'ai lu ce roman en 2025, c'est un roman qui m'a beaucoup touchée, et donc je suis Élise sur les réseaux, et quand elles ont annoncé ce roman qui est donc une romance lesbienne, j'avais trop envie de me jeter dessus parce que c'est vraiment le genre de plot qui m'intéresse. Dans ce roman-là, on suit deux filles qui, sans le savoir, fréquentent le même garçon, et puis en fait en le découvrant, elles vont décider de partir toutes les deux se faire des vacances à l'île Maurice. Voilà. Et du coup va s'en suivre une relation qui va se nouer entre elles deux, et donc une relation plutôt amoureuse. Ça sent bon les vacances, ça sent bon l'été, ça sent bon l'amour, donc j'ai très hâte de découvrir ce roman, d'autant plus que je trouve que mine de rien on ne voit pas beaucoup de récits avec des couples lesbiens. On voit plus souvent des couples, ce qu'on appelle MM, donc plutôt garçon-garçon. Moins je trouve fille-fille, et apparemment d'ailleurs ça se vend moins bien. Du coup j'avais quand même envie de soutenir ce thème-là, ces autrices-là, et donc de lire ce roman qui me tente beaucoup. Ensuite on change totalement de genre et on part dans la fantasy avec ce tome compagnon d'un roman que j'ai lu en 2024, qui est donc le tome compagnon, le tome 2 on pourrait dire, de La Bénie de Césarée, qui s'intitule Le Prince sans terre de Lise Chrysler. Pour la petite anecdote, je connais l'autrice personnellement, puisqu'elle habite pas très loin de chez moi, son copain travaille avec le mien,
voilà, on se connaît et on a fait des séances d'écriture ensemble, donc c'est vrai que je me jette à chaque fois sur les romans qu'elle peut sortir parce qu'il y a quand même une forme de soutien. Et en plus, il faut dire que j'ai donc lu La Bénie de Césarée, qui est donc le premier tome, encore une fois c'est un tome compagnon, mais on va dire le premier tome de la saga, que j'ai beaucoup aimé en 2024. Et celui-là, j'ai tellement suivi l'écriture que forcément j'ai envie de découvrir un petit peu ce qu'il en ressort. Alors je vais avoir du mal à vous expliquer l'univers de ce roman parce que c'est quand même assez complexe, et je vois que la batterie de mon appareil est en train de me lâcher. Dans cet univers, on a 3 empires historique. Il y a donc Césarée, dans lequel on va évoluer principalement dans le premier tome, Arthos qui va être l'univers dans lequel on va plus évoluer dans ce tome 2, et il y a aussi un 3e empire qui s'appelle Pallas de mémoire, et en fait chaque empire a un petit peu ses spécificités. Donc Pallas, c'est un petit peu plus la neutralité, la paix, une population un peu plus érudite, et ensuite on a Arthos et Césarée qui sont les empires de la terre et du soleil, et qui sont historiquement un peu plus militaires, et d'ailleurs un conflit les oppose, un conflit militaire les oppose. Donc dans le premier tome on suivait Verina qui était l'impératrice de Césarée, et donc dans ce tome 2 on va suivre Maël qui est lui le prince héritier d'Arthos. Ce que j'avais aimé dans le premier tome, c'était une forme d'audacité dans les choix qui étaient faits par l'autrice, des rebondissements qu'on ne trouvait pas forcément ailleurs, des personnages très gris, notamment Verina, c'est un personnage qui peut choquer par certaines de ses décisions, mais c'est ce qui fait aussi qu'elle est si intéressante à suivre. Donc j'ai envie de retrouver dans ce roman cette originalité dans les rebondissements, dans les personnages. J'ai hâte de voir ce que ce second tome va me réserver. Et d'ailleurs dans ce tome 2, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus une ambiance celtique que dans le tome 1, puisqu'on a un petit peu des symboles qui peuvent rappeler la culture celtique sur la couverture, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a une histoire de mariage arrangé pour gagner de la puissance politique, ce genre de choses. J'avais trouvé que la partie complot politique dans le tome 1 était très bien mené, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans ce tome 2, dans un autre empire avec d'autres personnages. Dans les suites de saga, je me suis ensuite tournée vers le tant attendu tome 4 des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. Alors pour être tout à fait honnête, je n'ai pas encore lu les tomes précédents, tout simplement parce que j'ai lu le tome 1 quand même en 2024, et que je l'ai tellement aimé que j'avais peur d'enchaîner le 2 et le 3 et d'être un peu frustrée d'attendre le 4. Donc j'ai fait une pause et j'ai bien l'intention de reprendre le 2 pour pouvoir enchaîner ensuite 2, 3 et 4. En tout cas, je me suis évidemment procuré ce tome 4 à sa sortie. Il est beau, il est magnifique, il est jaune, il a un beau jaspage. Je ne peux pas vous dire de quoi il traite puisque c'est un tome 4. En tout cas, dans le tome 1, on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui évolue dans un Japon plutôt d'inspiration médiévale dans les années, je ne sais même plus quand, du XVIIe siècle. Et donc dans le tome 1, on suivait ce jeune garçon qui, dans un premier temps, était élevé par un homme dans les montagnes. Un homme qui était a priori un ancien samouraï, qui lui enseigne les bases de sa philosophie, et puis un événement malheureux va se produire et le jeune garçon va être expédié en fait plutôt à la vie citadine de cette époque, et à partir de là il va commencer à évoluer dans un univers tout à fait différent de celui dans lequel il a grandi. Il va travailler notamment pour globalement une boutique qui accueille des pièces de théâtre la nuit, tout ça dans un contexte politique assez trouble, et j'avais vraiment beaucoup aimé ce tome 1 que j'avais trouvé extrêmement bien écrit, avec une inspiration, une atmosphère qui était vraiment éblouissante. J'avais beaucoup aimé le personnage d'Ichiro, et du coup c'est vrai que ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je l'ai lu, et certaines choses maintenant me reviennent plus difficilement en mémoire, mais j'ai bon espoir de pouvoir quand même attaquer le tome 2 et de m'en souvenir assez pour pouvoir enchaîner la suite de la saga. En tout cas, je ne manquerai pas de vous parler de ce tome 4 une fois que je l'aurai lu. Je n'avais plus de batterie, je pense que le set a peut-être un petit peu changé parce que j'ai dû tout démonter, faire charger pendant 1 heure et je reprends ma vidéo. Vous vous rendez compte que voilà, je n'ai plus l'habitude de tourner des vidéos comme ça. J'avais oublié de brancher mon appareil photo avant de tourner. Je reprends là où j'en étais. J'en profite pour enchaîner avec ce petit roman que je me suis même acheté hier, très exactement. Donc La Mélancolie des sauterelles de Lilibelle de Cholet, qui est publié chez Didier Jeunesse. C'est un roman que j'ai vu passer sur Instagram principalement. En fait, c'est une autrice que je vois passer régulièrement au fur et à mesure de ses parutions depuis quelques temps déjà.
et elle m'intriguait sans pour autant que je franchisse le pas de me procurer l'un de ses romans, jusqu'à hier donc. Celui-là m'a particulièrement intriguée lorsqu'il est sorti et avec les premiers avis que j'ai pu voir à son sujet qui étaient tous dithyrambiques. Et puis en lisant rapidement le résumé, je me suis rendu compte que c'était un roman qui était plutôt un roman d'été, ou plutôt qui plaçait ses personnages au cours d'un été en particulier, que quelque chose s'était passé dans la jeunesse du personnage principal et que le roman allait nous amener à découvrir ce fameux événement. Et effectivement, c'est ce que je retrouve dans ce roman, puisque c'est du coup ma lecture en cours. Je n'ai pas pu m'empêcher de le commencer dès hier soir et j'en suis déjà à pratiquement la moitié. Voilà, bon, il est assez court, il fait moins de 300 pages, donc c'était aussi l'occasion pour moi de me dire que j'allais le lire sur la journée. On est dimanche aujourd'hui, donc je me fais le plaisir de dévorer ce roman sur la journée. Et en même temps, plaisir ou pas, parce que c'est un roman qui est quand même assez prenant émotionnellement, je dirais. On suit donc Arthur qui, au début de l'histoire, a 20 ans. Il est au volant de sa voiture et on comprend que ses pas, ses roues l'ont amené à prendre une direction qu'il n'avait pas prise depuis très longtemps sur la route des vacances. Et il se retrouve dans le village où il a grandi jusqu'à ses 15 ans à peu près. Et puis il arrive dans la maison dans laquelle il a grandi. Il nous parle de la maison voisine de la sienne. Et on comprend au fur et à mesure que l'été de ses 15 ans, ce fameux dernier été qu'il a passé là-bas, une famille avait emménagé dans la maison voisine, qu'il s'est lié d'amitié avec la fratrie et que quelque chose est arrivé. Mais au point où j'en suis dans l'histoire, je ne sais pas encore ce qui s'est passé. Ça tient en haleine, il y a une forme de page-turner génial. Et en même temps, ça parle d'amitié, ça parle de deuil, ça parle d'adolescence. Tout ça sous fond de roman d'été, mine de rien, avec cette chaleur, cette vie à la campagne et toutes les bêtises que l'on peut faire quand on est adolescent et qu'on a des copains qui habitent à côté de chez soi. C'est un roman hyper émouvant pour le moment, j'ai juste trop hâte de le continuer, de savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Je veux absolument savoir ce qui s'est passé avec cette famille, d'autant plus que Arthur a une forme de culpabilité vis-à-vis de tout ça. Donc j'ai vraiment très hâte de savoir ce qu'il en retourne. Et du coup j'avoue que je suis très agréablement surprise par la plume de Lilibelle de Cholet et ça me donne vraiment très envie de découvrir ses autres romans, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu et quel titre vous me recommanderiez principalement de cette autrice. On retourne sur de la fantasy avec Les larmes d'Okia de Mathilde Lambin. C'est un premier tome de saga et je pense que si vous suivez globalement le monde booktube, vous connaissez ce titre, puisqu'il est paru aux éditions Iméris, qui est donc la maison d'édition de Tristan, le compagnon de Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur. Moi c'est une aventure Iméris que je suis depuis le tout début, puisque j'avais très envie de soutenir Tristan dans la création de sa maison d'édition. Donc je m'étais procuré L'âme du vent l'année dernière, je me suis procuré le tome 1 d'Echo en fin 2024, et donc il était évident que j'allais me procurer Les larmes d'Okia, la troisième parution du coup de la maison d'édition. Je ne l'ai pas encore lu, par contre j'ai lu un autre roman d'Iméris en 2025 qui est donc Echo, et qui est à ce jour ma meilleure lecture de l'année 2025. Donc ça présage quand même de très grandes choses pour la suite de la maison d'édition et j'ai très hâte de découvrir celui-là. Dans celui-là, on va suivre Nia qui est une ancienne assassin royale et a priori elle va devoir fuir l'endroit où elle vit puisque il y a des gens qui sont assez trousses. Elle fuit avec son protecteur qui s'appelle Alba et ils se lancent tous les deux dans une aventure qui vise à libérer une prisonnière et donc potentiellement de renverser un petit peu le pouvoir dans leur univers. Le résumé nous dit reconquérir leur royaume perdu, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pareil, c'est un objet livre absolument sublime avec un très beau jaspage. J'avoue que je suis particulièrement fan de la DA de la maison d'édition, je suis particulièrement fan d'autant plus de la DA sur la duologie Echo. Pour le moment c'est un sans faute pour Iméris, j'ai donc très hâte de découvrir Et l'âme du vent que je n'ai pas encore pris le temps de découvrir et celui-ci. On reste dans la fantasy mais cette fois-ci sur quelque chose de plus adulte avec La Cité des Marches de Robert Jackson Bennett. De la même manière, j'ai acheté la belle édition reliée. Vous pouvez constater que j'ai quand même quelques reliés dans cette pile, mais c'est vrai que c'est une méthode de fabrication qui devient de plus en plus populaire dans le monde du livre, et dans le monde du livre francophone en particulier, parce que c'était déjà le cas dans le monde
anglophone, mais le monde francophone se met petit à petit à ces très très belles éditions reliées et j'avoue que je suis très très fan de ce format-là. Alors c'est plus lourd, mais à lire je trouve ça d'un confort absolument inégalé. Je me suis donc procuré La Cité des Marches, c'est donc un tome 1 d'une trilogie. Je le voyais passer depuis un certain temps, c'est une saga que j'avais déjà vu passer sur des chaînes anglophones. À chaque fois j'hésitais, je savais pas trop si c'était quelque chose vers lequel j'avais envie d'aller et en même temps c'est vrai que le résumé me tentait assez. Ce qui a fini par me convaincre, c'est l'avis de Lorraine de la chaîne Les Mots de l'Imaginaire qui en a fait toute une vidéo pour présenter la trilogie que je vous mettrai par ici d'ailleurs. On va parler d'une cité qui était autrefois très grande et qui, suite à un conflit militaire a priori, est tombée et elle n'est désormais plus que l'ombre d'elle-même. L'histoire commence avec l'assassinat d'un historien célèbre vers lequel une espionne va être engagée pour découvrir qui a pu commettre ce meurtre et donc ça va être le fil rouge de l'histoire. J'imagine qu'on va en apprendre un petit peu plus sur cette cité déchue et l'univers globalement qui s'inscrit tout autour. Et on reste encore dans la fantasy avec ce récit de la même manière que je voyais passer un petit peu partout, que j'ai hésité plusieurs fois à prendre en librairie et que j'ai fini par me procurer à l'Ouest Hurlant puisque l'autrice était sur place et donc c'était l'occasion de pouvoir en discuter avec elle. Je me suis pris à la recherche de l'Esprit Renard de Alix Nadeau-Guillerme qui est publié chez Gulfstream parce que évidemment cette maison d'édition est incroyable. Donc l'objet livre encore une fois est absolument sublime. J'ai une très très belle petite dédicace illustrée. J'adore. Donc c'était l'occasion de pouvoir discuter avec l'autrice. Ce roman, sans trop en dévoiler, j'ai l'impression qu'on va se lancer dans un univers un petit peu à la Miyazaki avec des esprits de la forêt. Je vois bien un petit peu soit des petites créatures, un univers un petit peu onirique. D'autant plus que quand on lit le résumé, on comprend qu'il y a aussi une thématique liée aux rêves très prégnante dans l'histoire. On va suivre un petit garçon qui s'appelle Merle et on parle notamment d'un esprit, l'esprit renard, qui est le dernier des Lumi. Donc j'imagine que ce sont ces fameuses créatures ou ces esprits qui vivent probablement dans la forêt. Je fais beaucoup d'hypothèses, hein. Clairement je ne l'ai pas lu donc je ne sais pas encore de quoi il en retourne exactement, mais en tout cas c'est plus cette ambiance à la Miyazaki, cette ambiance très onirique, ces petits esprits, ces petites créatures qui m'a donné très envie de le découvrir, d'autant plus que l'autrice est bretonne, elle est originaire du Finistère et elle m'expliquait justement lors de la dédicace qu'elle s'est vraiment inspirée du folklore breton pour construire son histoire, donc ça me donne évidemment très envie de savoir un petit peu ce qu'elle a pu construire à partir de tout ça. Et c'est donc un tome 1, donc encore une fois un début de saga, mais je ne pouvais évidemment que craquer avec la présence de l'autrice à l'Ouest Hurlant. On va repasser sur quelque chose de beaucoup plus contemporain, en vers libre, avec de la poésie, avec Les astres brilleront toujours de Pauline Bilizari, qui est également bretonne, mais qui est plus particulièrement rennaise, donc évidemment on habite dans la même ville, je me sens un petit peu plus proche d'elle. C'est un roman qui est publié aux éditions Slalom et donc comme je vous le disais, rédigé en vers libre. Ce sera mon premier livre de Pauline Bilizari. Évidemment ça fait un petit moment que je vois passer ses récits, notamment sur Instagram encore une fois, avec Ma Maison en Fleurs notamment, qui avait fait beaucoup parler d'elle à sa sortie. Et puis quand celui-ci est sorti, il m'a attirée de par son côté beaucoup plus narratif. Avec Ma Maison en Fleurs, j'avais plus l'impression qu'on était sur du recueil de poésie. Encore une fois, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas le certifier complètement, mais j'avais en tout cas plus l'impression qu'on était sur ce genre de récit, alors que là, on a vraiment une histoire qui nous est racontée, et c'est vraiment cet aspect qui m'a donné envie de découvrir ce roman-là en particulier. Donc ce roman, il parle de Com et Céleste, qui, lors de leur dernière année de lycée, vont se trouver, s'entrechoquer et finalement vont construire une relation, j'imagine. Et a priori ce sont des adolescents qui ont vécu certaines choses qui font que l'un et l'autre vont avoir plus de mal à se confier, mais finalement ils vont donc se trouver et peut-être que grâce à cette rencontre réussir à s'ouvrir et à se confier sur les choses qui ont pu générer de la douleur chez eux, qui ont pu générer l'état dans lequel ils se trouvent et qui justement fait qu'ils ont plus de mal à se confier. J'ai vraiment cette idée là de ce roman, je verrai à la lecture si ça se confirme, mais en tout cas j'ai vu encore une fois beaucoup de très bons avis sur Instagram, donc c'est vraiment l'occasion de découvrir à la fois la plume de Pauline et
un récit qui je pense sera tout à fait émouvant. On repart sur une suite de sagas avec à nouveau un 4e tome. Je vous parle évidemment du 4e tome de Nevermoor avec Silverborn, The Mystery of Morrigan Crow de Jessica Townsend. J'ai réussi à me procurer l'édition reliée, illustrée. J'en avais vraiment envie puisque je possède déjà les 3 premiers tomes dans cette édition là, donc j'étais vraiment à l'affût du moment où cette édition paraîtrait pour pouvoir me la procurer. Je ne l'ai pas encore lu, d'autant plus que le tome 3 remonte vraiment beaucoup dans ma mémoire. Je pense que je l'ai lu il y a 3 ans, donc ça commence à faire beaucoup, d'autant plus que j'avais lu le tome 1 encore plus tôt, je pense que je l'ai lu en 2020. Ça vaudrait peut-être le coup de se faire une petite relecture des 3 premiers tomes avant d'embrayer sur celui-ci, mais je n'ai pas encore tout à fait prévu de le faire puisque ça prendrait quand même du temps. En tout cas, je suis très contente que ce 4e tome soit enfin sorti. On l'attendait depuis quand même un certain temps. Pour le moment, il n'existe pas encore en français, mais connaissant Pocket Jeunesse, je pense que ça ne saurait tarder. Pour vous refaire rapidement un brief sur l'histoire de Nevermoor, c'est l'histoire donc de Morrigan qui est née le jour du Mervillon, si je me souviens bien, ce qui veut dire qu'elle est maudite et qu'elle doit mourir le jour de ses 11 ans. Mais en fait, il s'avère que le jour de ses 11 ans, elle va être kidnappée par un monsieur un peu loufoque qui va l'embarquer dans un monde qu'elle ne connaît pas. Il va lui révéler qu'en fait elle est issue de ce monde et elle va au fur et à mesure de son apprentissage dans ce nouveau monde intégrer une académie notamment, se faire de nouveaux amis et combattre en fait le mal qui sévit dans ce monde imaginaire. C'est une saga que j'avais trouvée génialissime sur les 3 premiers tomes, donc j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Ensuite, un petit peu à la manière de la mélancolie des sauterelles, j'ai très envie en ce moment de me tourner vers des récits que je qualifierais de romans d'été. Vraiment ces romans qui nous plongent dans une atmosphère de vacances, une atmosphère d'été, comme le livre que je suis en train d'écrire en fait, dont je vous ai parlé dans mon dernier vlog, mais j'ai vraiment envie de me plonger dans cette ambiance-là, parce que voilà, la chaleur revient, je viens de terminer un mois de la fantaisie où j'ai vraiment lu que de la fantaisie, donc j'ai envie d'aller vers des récits un petit peu plus faciles de lecture d'une certaine manière, et voilà, cette ambiance que j'ai très envie de retrouver. Et donc dans cette optique-là, j'ai demandé recommandation à mon amie Clémence et elle m'a conseillé de partir sur un Carly Fortune avec Every Summer After. Donc celui-ci c'est la version anglaise, mais il existe aussi en français si je ne dis pas de bêtises. En tout cas c'est un roman que je vais m'empresser de découvrir, je pense, ce mois-ci peut-être. Sinon ce sera de toute manière en juillet. Alors clairement la 4e de couverture nous dit 6 summers to fall in love, donc 6 étés pour tomber amoureux, 1 moment to fall apart, un moment pour que tout s'écroule, a weekend to get it right, et un week-end pour rattraper le coup en gros. Donc c'est vraiment juste à partir de la recommandation de Clem que je me suis tournée vers celui-ci, je n'en sais pas beaucoup plus. Et j'ai pas vraiment envie d'en savoir plus parce que justement j'ai envie de me plonger dedans simplement pour son ambiance et pour l'histoire d'amour qu'il va raconter. Notamment parce que voilà, j'ai vraiment envie d'être dans cette ambiance-là pour pouvoir écrire tout en étant voilà, dans la même vibe. En tout cas, si vous avez déjà lu du Carly Fortune, ça m'intéresse, donc dites-le moi en commentaire. Ensuite, on va aller sur un récit que j'ai acheté également, encore une fois, à la suite d'une recommandation sur Instagram. Cette fois-ci, c'est la recommandation de Laura, du compte Laura Demo. Et il s'agit des Oublieux de Antonio da Silva, en sachant que j'avais déjà acheté un autre roman de l'auteur qui s'appelle Sol. C'était aussi un roman qui m'avait été recommandé par Laura, donc il faut absolument que je découvre celui-là et l'autre. Et alors dans ce roman-ci, c'est un petit peu particulier, on va suivre un personnage qui vient de mourir et qui se retrouve au cimetière du Père-Lachaise et qui va se retrouver au milieu de toutes ces âmes du cimetière. Il va donc rencontrer toutes les personnalités qui sont enterrées au cimetière du Père-Lachaise. Donc dans le résumé, il parle de Jim Morrison, de Rosa Bonheur, de La Fontaine, de Molière. Donc c'est un roman qui va parler de souvenirs, de fantômes évidemment, de morts j'imagine aussi. En tout cas, ça avait l'air assez intéressant, je pense que ça va me faire un petit peu peur parce que moi je suis une petite flippette, mais j'ai vraiment très hâte de le découvrir parce que je trouve que c'est assez original dans la manière dont c'est traité. J'imagine un huis clos évidemment dans ce cimetière, donc j'ai vraiment très hâte de découvrir ce roman. On retourne encore une fois avec de la fantaisie pour les 2 derniers romans, et on commence notamment avec le premier tome, encore une fois, de la saga Emblème de Ina Ciel publié chez Naus. C'est un roman que j'ai cherché. J'ai vraiment
écumé les librairies pour le trouver. Je trouvais le tome 2 mais jamais le tome 1, donc ça m'a un petit peu frustrée pendant un temps, mais quand je l'ai trouvé j'étais très contente d'enfin l'avoir entre mes mains. Ce roman-là, il m'a fait envie parce que j'avais l'impression qu'on traitait un petit peu de la thématique ou en tout cas de l'atmosphère des cabinets de curiosité. On va suivre un jeune homme qui vit dans un manoir et qui est hanté par une créature de cauchemar. Et ce jeune homme, on va lui proposer une roturière pour se marier avec elle. Et avec ça, il va aussi accepter d'intégrer, ou en tout cas de passer les tests pour intégrer le cercle des géographes, qui est un cercle qui organise des expéditions pour aller dans un monde particulier avec des créatures magiques à l'intérieur. Et ils vont donc atterrir tous les deux, donc sa nouvelle femme et lui, dans un univers avec donc des créatures, une terre de science et de progrès, comme le dit le résumé, et ils vont se retrouver mêlés à des complots politiques qui sont liés au fait de ramener la magie dans cet univers. Et quand je parlais de cabinet de curiosité, en fait, c'est plus dans la vibe de la Green Academia, et d'ailleurs l'autrice est biologiste moléculaire, donc j'imagine qu'on va avoir du coup cet aspect scientifique très présent dans ce roman, et c'est vraiment en fait l'atmosphère et l'ambiance d'ailleurs qu'on voit très bien sur la couverture, je trouve, que j'ai envie de retrouver avec ce roman. C'est une duologie, donc il y a un tome 2, je pense que la duologie est terminée. J'ai vraiment envie de me confronter à ce genre de récits dans lesquels on va avoir des créatures un peu particulières, vraiment cette ambiance de cabinet de curiosité que j'ai très envie de retrouver, la science qui sera mise, j'imagine, un petit peu avec beaucoup d'importance dans le récit. Et enfin, le dernier livre dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo, je l'ai aussi acheté hier en même temps que La Mélancolie des sauterelles, et il s'agit de La Traversée des damnés. Il y a encore le blister, donc il doit bien briller. En tout cas, c'est un très bel objet livre, encore une fois, hardback, cette fois-ci publié chez De Saxus. Alors ce roman, j'ai beaucoup hésité à l'acheter, encore une fois, ça fait partie de ces romans que j'ai pris dans mes mains, reposé plusieurs fois en librairie. Globalement, c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus quand je vais en librairie, pas d'acheter sur un coup de tête, mais voilà, quand il y a un roman auquel je pense pendant plusieurs semaines, que je mets dans une wishlist et que je n'enlève pas pendant un certain temps, je pars du principe que j'ai vraiment envie de l'acheter, donc celui-là c'était le cas. Alors ce roman, il m'a été recommandé principalement par Mathilde de la chaîne Mes Douces Lectures, puisqu'elle en a fait l'éloge dans sa vidéo des meilleures lectures de 2024. Et ce qui m'a attiré principalement dans ce roman, c'est le fait que les genres sont un petit peu mélangés entre la fantasy et le thriller, j'ai l'impression en tout cas. On est sur un huis clos puisqu'on va suivre un équipage d'un bateau, et de ce que j'ai compris, l'un des personnages qui fait partie de l'équipage va mourir, sauf que comme on est dans un huis clos au milieu de la mer sur un bateau, le meurtrier est forcément l'un des 11 autres, je crois qu'ils sont 12, oui c'est ça. Autour de tout ça, il y a aussi un univers de fantasy qui est planté, notamment ces personnes qui sont sur ce bateau sont en fait des héritiers, des dieux de 12 provinces différentes, de ce que je comprends en tout cas du résumé rapidement, et donc j'imagine que ça va être un huis clos un petit peu haletant pour découvrir qui est la personne qui a commis ce premier meurtre, d'autant plus que la personne continue de commettre ces meurtres, et j'imagine qu'à la fin, bah, il n'en restera qu'un. C'est un peu Koh-Lanta version fantasy sur un bateau, quoi. Et en beaucoup plus meurtrier. Comme je vous le disais, voilà, il y a quand même une enquête, mais ce qui m'intéresse d'autant plus, c'est comment cette enquête va s'intégrer dans cet univers de fantasy qui a l'air quand même assez sombre, un univers qui a l'air quand même soumis à beaucoup de chaos et de noirceur, et peut-être que l'enjeu justement de découvrir qui est le meurtrier va bien au-delà de juste survivre, mais peut-être de sauver l'univers entier de cette noirceur et de ce chaos. Voilà, c'est un peu l'impression que ça me donne en tout cas de lecture du résumé et de ce que Mathilde en avait dit. Ce qui m'a un petit peu réfréné sur ce titre, c'est que j'ai vu aussi d'autres avis qui étaient moins dithyrambiques sur d'autres chaînes, et puis récemment j'ai vu un autre coup de cœur dessus, donc je me suis dit bon, l'histoire me tente, donc j'ai quand même envie de le découvrir, de me faire mon propre avis, et j'espère que je l'apprécierai tout autant que Mathilde. C'était tout pour les 14 titres que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, j'espère que ce format vous aura plu. Encore une fois, c'est vrai que comme ce sont des romans que je n'ai pas encore lus, eh bien c'est des romans dont je ne peux pas vous parler en détail, et c'est vrai que moi j'ai plus de mal avec ça, et c'est pour ça que j'ai du mal à faire des formats de book haul, parce que j'ai l'impression de pas pouvoir vous en dire assez sur tous les titres que je vous présente. C'est aussi l'occasion de vous présenter succinctement ces récits pour vous donner juste quelques pistes les concernant, et puis c'est aussi l'occasion pour vous de me recommander les meilleurs titres
qu'il y a dans cette pile. Là-dessus, je vais vous laisser pour retourner à ma lecture de La Mélancolie des sauterelles, que j'ai juste qu'une envie, c'est de terminer, de le dévorer, de savoir ce qui se passe dans ce récit qui me tient vraiment en haleine. Donc comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, n'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire vos meilleures recommandations, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quels sont les derniers livres que vous vous êtes procurés. J'espère que pour ceux qui l'ont fait, le mois de la fantaisie s'est déroulé de la meilleure des manières, que vous avez fait de très très belles lectures. C'était mon cas. J'ai terminé le tome 2 de La Cité de Jade dont je vous ai parlé dans le dernier vlog, qui a été un gros coup de cœur. Donc c'était vraiment un mois génial, avec uniquement 4 lectures, mais de très très bonnes lectures. Je vous en reparlerai, je pense, au fur et à mesure des prochaines vidéos. Il y a bientôt le bilan de mi-année qui arrive, donc ce sera l'occasion de vous reparler plus en détail de mes meilleures lectures depuis le début de l'année, et notamment de Echo, dont je vous ai rapidement parlé dans cette vidéo. Je vous souhaite en tous les cas de faire de très très belles lectures cet été, et je vous retrouve très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao!